Tout commence avec une lettre que personne n'ose citer. Elle n'apparaît dans aucun registre officiel, aucun ouvrage académique, aucune bibliothèque prestigieuse, aucun manuel ou recueil sur la vie et l'œuvre de Carl Gustav Jung. Même les spécialistes les plus chevronnés, ceux qui ont consacré leur existence à étudier ses écrits, ses conférences, ses correspondances et ses archives personnelles, n'en font jamais mention. Ils passent parfois à côté, l'évitent, ou laissent simplement planer le silence. Cette lettre n'existe que dans des conversations chuchotées, des réunions discrètes dans des bureaux clos, derrière des portes fermées, parmi ceux qui savent que la science, avec toute sa rigueur et sa méthodologie, ne peut expliquer l'ensemble des expériences humaines. Elle ne circule jamais publiquement. Et pourtant, elle est bien réelle. Elle est la trace d'une expérience intime, d'un voyage qui dépasse le cadre de la conscience ordinaire, un témoignage que Jung lui-même a choisi de confier uniquement à un interlocuteur spécifique qu'il désigne dans sa correspondance par les initiales H.E. et dont l'identité réelle restera un mystère. Carl Gustav Jung, le père fondateur de la psychologie analytique, l'homme qui a conceptualisé l'inconscient collectif et les archétypes, le chercheur convaincu que l'âme n'était pas seulement une métaphore poétique, mais une réalité palpable et structurable, a vécu une expérience qui dépasse tout ce que l'esprit rationnel peut imaginer. Au printemps de l'année 1944, alors qu'il se trouvait dans un état critique à cause d'une insuffisance cardiaque sévère, Jung subit un arrêt cardiaque. Les médecins notent un silence complet, des minutes suspendues dans le temps, un vide absolu, une absence totale de signal vital. C'est dans ces instants où tout semblait s'éteindre que quelque chose d'inattendu et de profond se produit, un phénomène que Jung lui-même décrit comme un passage vers une réalité jusque-là inaccessible à l'esprit humain, une traversée qui défie toutes les notions de vie, de mort et de temps. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Jung ne se contente pas de perdre conscience. Il se trouve projeté hors de son corps, flottant dans un espace qui n'est ni physique, ni mental, ni émotionnel, mais qui semble contenir toutes ces dimensions simultanément. Il observe son propre corps, les machines qui surveillent son cœur, le personnel médical, et pourtant tout cela semble éloigné, irréel, presque comme une scène d'un rêve hyper-réaliste. Dans la lettre qu'il adresse à H.E., Jung décrit chaque détail de cette traversée, chaque sensation, chaque impression, chaque mouvement d'une précision presque obsessionnelle. Il relate les couleurs, les textures, les formes et l'intensité de la lumière, l'étrange silence, qui n'est pas absence mais présence, et surtout la sensation d'un temps qui s'efface, d'un espace qui se déplie de manière infinie. Cette lettre ne fut découverte que des décennies plus tard, dans une collection privée, conservée avec soin et presque oubliée, jusqu'au jour où le petit-fils de H.E. décide de la transmettre à un documentariste. Ce geste, minime en apparence, ouvre la porte à un monde que peu ont eu la chance de contempler. Un monde que Jung a décrit avec des mots choisis mais imparfaits, car aucune langue humaine ne peut véritablement contenir l'expérience de l'âme lorsqu'elle se trouve libérée de son enveloppe corporelle. Jung raconte « Je me trouvais au-dessus de la terre. Tout ce qui avait existé jusque-là semblait s'être dissous, comme si les limites de la réalité physique, mentale et émotionnelle avaient été effacées d'un seul coup. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni temps, ni séquence, ni continuité telle que nous la connaissons. J'ai vu une sphère bleue, une planète que j'ai immédiatement reconnue comme la Terre, mais qui n'existait pas encore dans cette forme que nous connaissons aujourd'hui. Elle semblait distante, étrangère, presque irréelle, comme si elle appartenait à un autre plan, à une dimension parallèle de l'existence. Je ressentais une force qui m'attirait plus loin, plus haut, au-delà de tout ce que l'esprit rationnel pourrait concevoir. Chaque mouvement semblait guidé par une logique invisible, un ordre qui n'appartient ni à l'espace, ni au temps, mais à quelque chose de plus vaste, de plus profond. Et alors qu'il flotte au-dessus de cette terre étrange, Jung perçoit une chose qui le marque profondément. Tout ce que nous considérons comme solide, permanent et réel n'est qu'une ombre, un reflet de l'âme, une projection limitée de la véritable conscience. Ce premier contact avec ce plan supérieur de perception est la première étape d'une expérience qui transformera sa compréhension de la vie, de la mort, de l'âme et de ce que signifie être humain.
Puis, la lettre entre dans ce que beaucoup considèrent comme la partie la plus vertigineuse et troublante de l'expérience. Jung franchit un espace qui dépasse toute description humaine, un espace où les catégories de temps, de matière et de perception s'effacent complètement. Il le compare à un temple ancien, mais pas un temple construit de pierre ou de bois, ni même de matériaux tangibles. Ce temple était sculpté dans la lumière elle-même, une lumière qui n'émettait pas de lueur comme nous les connaissons, mais qui était à la fois matière, énergie et conscience. Dans cet endroit, il n'existe ni début ni fin, ni ciel ni sol, ni distance ou proximité. Chaque dimension, chaque loi physique semble dissoute. L'intensité de ce lieu ne peut être ressentie que par une conscience libérée de la forme corporelle. Et Jung décrit avec précision que ce qu'il percevait était à la fois incompréhensible et profondément familier, comme un souvenir oublié de l'âme. C'est là, au cœur de ce temple de lumière, qu'il réalise que tout ce qu'il avait jusqu'alors compris sur la conscience, sur la vie, sur l'âme et même sur la mort, n'était qu'une illusion. La conscience terrestre, celle que nous appelons normale, n'était qu'une ombre, un reflet limité et fragmenté de l'être véritable, une projection partielle, comme une image déformée sur l'écran d'un rêve. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir de sa vie passée apparaissait devant lui, non pas comme une suite linéaire, mais comme un réseau infini de relations, d'échos et de ramifications, comme si chaque décision, chaque intention et chaque sentiment avait laissé une trace éternelle dans ce plan supérieur. Puis surgit une présence. Ce n'était ni un ange, ni un humain, ni même une entité reconnaissable selon nos critères rationnels. C'était un être majestueux, intime et vivant à la fois, une conscience qui semblait contenir toutes les réponses, tout en restant insondable, une intelligence qui ne parlait pas avec des mots, mais qui transmettait directement l'essence de la connaissance, par flux de pensée, de chaleur et d'énergie. Jung ressentait chaque idée, chaque vérité, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une expérience totale, comme si son esprit, son corps, son âme et sa mémoire étaient fusionnés en une seule entité qui comprenait tout. Cette rencontre dépasse le langage et toute tentative de rationalisation. La communication ne passe pas par le son, mais par un échange direct, immédiat, une sorte de télépathie émotionnelle et spirituelle qui révèle l'architecture de l'existence elle-même. À travers cette interaction silencieuse mais totale, Jung comprend une vérité fondamentale. La vie n'est pas seulement un apprentissage pour la personnalité humaine, pour les souvenirs, les ambitions ou les désirs, mais avant tout une école pour l'âme. La mort n'est pas une fin définitive, mais un passage, une transition vers une conscience élargie, vers un espace où les notions de passé, présent et futur s'entremêlent et se recomposent dans une structure que nous ne pouvons concevoir qu'en fragments. Dans cet espace, chaque âme est confrontée à sa propre essence, à ce qu'elle a été et à ce qu'elle pourrait être, et chaque choix résonne dans l'infini. Mais Jung confesse avec une intensité bouleversante. Je ne voulais pas revenir. Il avait goûté à une liberté et à une clarté qui dépassent tout ce que la vie terrestre peut offrir. Et pourtant, la gravité, le corps, la voix des médecins, le rappel des sensations physiques et la force de la vie le tirent inexorablement de ce temple lumineux. Il revient à son corps, mais il ne revient jamais complètement. Une part de lui demeure dans cet espace intermédiaire, entre les mondes, comme suspendu dans une éternité qui ne cesse de l'appeler. Dans sa lettre, il insiste sur un point crucial. Ce qu'il a vu n'était pas un rêve, ni une hallucination, ni une métaphore poétique destinée à illustrer ses pensées psychologiques. C'était une réalité tangible, une expérience authentique de l'âme, une manifestation directe d'une dimension de l'existence que l'humanité n'est pas encore prête à accepter. Et alors, le texte prend une tournure encore plus perturbante, presque prophétique. Cette expérience n'est pas seulement un aperçu de ce qui se passe après la mort pour l'individu, mais elle contient aussi une vision du futur de l'humanité. Un futur où les barrières entre les mondes se font plus fines, où les lois connues de la matière et de la conscience se plient et se recomposent, où ceux qui sauront percevoir ces flux seront confrontés à des vérités à la fois libératrices et effrayantes.
Cette lettre, explique Jung, est un témoignage direct de cette traversée, une carte fragile mais précise de ce que l'âme peut expérimenter au-delà de la mort et de ce que l'humanité pourrait devenir, si elle écoute et comprend ce que le cosmos lui révèle. Chaque ligne de ce texte semble peser sur le lecteur comme une vibration subtile, comme si Jung, même après sa mort, continuait à transmettre, à enseigner et à guider ceux qui osent franchir ce seuil invisible, à peine perceptible, mais infiniment réel. Au fil de sa traversée, Jung perçoit un phénomène d'une intensité inouïe. Le temps lui-même se transforme, s'étire et se condense simultanément, comme si le passé, le présent et le futur coexistaient dans une même trame infinie. C'est dans cet espace qu'il décrit la frontière fragile et presque imperceptible entre le monde des vivants et celui des âmes. Un lieu où la densité de la réalité se relâche, où les limites du corps, de l'esprit et de la matière deviennent poreuses, et où chaque perception est amplifiée, déformée et révélatrice à la fois. Les individus, dit Jung, commencent à ressentir et à percevoir les autres avec une acuité déconcertante. Chaque émotion, chaque douleur, chaque joie se reflétant en eux comme un écho permanent. Certaines âmes s'éveillent à cette conscience élargie, découvrant des vérités que la vie terrestre ne peut contenir, tandis que d'autres sombrent dans une confusion vertigineuse, dans la folie ou un désespoir total, incapables de supporter l'intensité des révélations qui se déploient autour d'elles. Dans sa lettre, Jung introduit un concept qu'il nomme l'espace entre les mondes. Un domaine liminal situé à la frontière même de la vie et de ce qui la dépasse. Il décrit cet espace non pas comme un lieu matériel, mais comme une zone de transition, une sorte de corridor cosmique, où l'âme est confrontée à des forces qu'il ne nomme jamais directement, mais dont la présence est indéniable, presque palpable. Ces forces n'ont ni visage ni forme définissable, mais elles observent, évaluent et testent, permettant le passage seulement lorsque l'âme a atteint un certain degré de préparation, de lucidité et de courage. Jung précise que ce n'est pas un danger dans le sens conventionnel du terme, ce n'est pas une menace qui détruit ou punit, mais plutôt une chance, une invitation, un catalyseur pour comprendre et croître. Ressentir la présence de cette force produit un frisson, un gel intérieur, mais aussi une révélation. Que le véritable apprentissage commence là où la peur se mêle à la clarté, là où l'âme doit décider de franchir le seuil de sa propre essence. À ce stade, la lettre décrit également une vision du futur de l'humanité, vision qui dépasse les contraintes habituelles de la pensée rationnelle et qui est à la fois fascinante et inquiétante. Jung perçoit un temps où les humains évoluent vers une perception accrue, une capacité à ressentir, à anticiper et à comprendre la réalité de manière plus directe. Cette transformation ne touche pas seulement l'esprit individuel, mais le tissu même de la conscience collective. Les émotions, la mémoire, la douleur et la joie, les expériences individuelles et les échos de vie passée sont tous altérés, recombinés dans un flux continu de connaissances et de conscience partagée. L'humanité devient à la fois plus transparente et plus vulnérable. Les événements, les intentions et les vérités deviennent visibles sous tous les angles. Mais cette transparence, cette lumière sans ombre, prive l'âme de profondeur et de poids. La perte de la douleur, de l'ombre et de l'expérience tragique, bien que séduisante et libératrice, fait vaciller l'équilibre intérieur, laissant les âmes confrontées à une liberté vertigineuse qui peut être aussi paralysante que révélatrice. Dans cet état entre les mondes, Jung remarque que le futur n'est pas figé mais dynamique, construit par chaque conscience et chaque choix. La connaissance devient un pouvoir immense mais ambigu. Elle peut libérer et éveiller, mais elle peut également déstabiliser et mener à la perte de soi. Les âmes qui s'aventurent dans cette conscience accrue sont confrontées à des dilemmes inédits. Des tentations de contrôler, d'intervenir, ou même de détourner leur perception du flux de la vie pour satisfaire des désirs égoïstes. La lettre insiste sur ce point. L'accès à ce niveau de compréhension n'est pas offert à tous, et ceux qui l'atteignent doivent être prêts à porter le poids de la vérité, à accepter que la clarté absolue est une responsabilité et non seulement une révélation. Enfin,
Jung évoque l'effet de cette transparence sur l'expérience humaine. Un monde sans ombre, un monde où la douleur et l'obscurité sont effacées, apparaît comme idéal en surface, mais il prive l'âme de sa profondeur et de sa densité. Sans souffrance, sans épreuve, sans nuit, il devient impossible de comprendre pleinement la lumière et la force de la vie. La lettre suggère que c'est précisément l'équilibre entre ombre et lumière, entre perte et gain, entre épreuve et révélation, qui façonne l'âme et permet une véritable maturation spirituelle. Dans cette vision, Jung prévient que ceux qui ne sont pas préparés à cette transformation pourraient sombrer dans le désespoir ou l'illusion, tandis que ceux qui acceptent la responsabilité de la conscience accrue pourraient devenir les pionniers d'une humanité éveillée, capable de naviguer dans la fragilité et la splendeur de ce qui se trouve entre les mondes. Dans cette lettre unique et interdite, Jung décrit un moment d'une intensité bouleversante, un moment où tout ce qu'il croyait savoir sur la vie, la conscience et l'âme se transforment en un panorama infiniment plus vaste et plus complexe que ce que l'esprit humain peut normalement appréhender. Alors qu'il flotte dans cet espace entre les mondes, suspendu entre la vie et la mort, entre le tangible et l'invisible, Jung comprend qu'il se tient à un seuil, un passage unique où chaque perception, chaque sensation, chaque pensée est amplifiée et transcendée, révélant des vérités que la langue et la raison ordinaire ne peuvent contenir. Il se trouve face à la question ultime, une seule question qu'il a pu formuler dans cet état suspendu, une question qui n'est pas seulement théorique, mais existentielle. Qu'est-ce que la vérité? Et la réponse qui lui est donnée n'est pas verbale, n'est pas formulée dans un langage rationnel ou scientifique, mais se présente comme une vision d'une force et d'une profondeur inimaginable. Cette réponse prend la forme d'un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans les ténèbres primordiales, dans l'inconnu et l'invisible, là où la matière, le temps et la mémoire humaine n'existent plus. Et simultanément, sa cime s'élève, flamboyante, irrésistiblement brillante, s'étirant vers une lumière pure et infinie, comme si l'ombre et la lumière étaient deux aspects indissociables d'une même réalité. Jung comprend que la vérité n'est pas un savoir acquis, un fait, une idée ou un concept pouvant être enseigné ou transmis. La vérité est un processus vivant, une croissance continue, une transformation dynamique qui exige que chaque âme traverse la douleur, l'épreuve, l'ombre et la confusion, pour les transformer en lumière, pour les intégrer comme partie essentielle du chemin de l'existence. La vérité est, selon cette vision, un art de l'âme, une expérience directe, une maturation spirituelle dans laquelle l'ombre n'est pas à craindre mais à accepter, non pas comme une erreur, mais comme une bénédiction indispensable. Jung ressent que cette révélation dépasse de loin tout ce que la psychologie, la science ou la philosophie ont pu tenter d'expliquer. Il comprend que l'âme humaine ne peut pleinement se réaliser qu'en affrontant ses propres ombres, qu'en acceptant les douleurs, les pertes et les paradoxes de la vie. Et qu'à travers cette acceptation, elle devient capable de percevoir la lumière véritable. Il voit, dans cette expérience, que l'ombre et la lumière ne sont pas deux forces opposées, mais deux faces d'un même processus. Que chaque élément de la vie terrestre et au-delà a un rôle essentiel, que chaque douleur, chaque peur, chaque échec et chaque chagrin sont autant de ponts vers une conscience plus profonde et un éveil authentique. Lorsqu'il revient dans son corps, la transition est lente, douloureuse, presque brutale. Il entend la voix des médecins, ressent la pression sur sa poitrine, les bruits de la chambre, l'odeur des médicaments et du monde physique qu'il aspire à nouveau vers la réalité terrestre. Pourtant, une part de lui reste là, suspendue entre les dimensions, consciente que ce qu'il a vu et compris ne peut jamais être totalement oublié, ni ignoré. Et bien qu'il ait vécu une expérience de vérité absolue, Jung ne cherche pas à la partager publiquement, ne publie rien de ses visions comme une révélation directe, car il sait que le monde n'est pas prêt. La société, la science, la culture de son époque n'auraient pu accepter la profondeur de ce qu'il a perçu, et la divulgation de cette expérience aurait pu ternir sa réputation, réduire à néant son travail et son héritage. Tout ce qu'il fera par la suite sera donc subtil,
cryptés dans ses écrits, ses symboles, ses enseignements. Ses livres, ses conférences et ses études sur les rêves, les archétypes et l'inconscient collectif portent en filigrane des échos de cette expérience, des indices à ceux qui sont capables de les percevoir. Mais cette lettre, conservée dans un coffre en Suisse, reste la clé ultime pour ceux qui osent franchir le seuil, pour ceux qui sont prêts à confronter la vérité sans chercher à l'adoucir, à la rationaliser ou à l'enfermer dans des mots. À la fin de cette lettre, Jung écrit une phrase à la fois simple et terriblement profonde. « Quand tu viendras ici, on ne te demandera pas qui tu étais, mais combien tu es devenu toi-même. » Ces mots ne sont pas seulement une remarque sur l'identité. Ils sont une invitation à s'interroger sur ce qu'il reste de nous lorsque tout ce qui est extérieur disparaît, lorsque les rôles sociaux, les peurs, les habitudes et les illusions tombent comme une coquille vide. Qui sommes-nous vraiment quand nous sommes dépouillés de tout artificiel, de tout superflu, de tout ce qui est emprunté à l'environnement et aux autres? Jung propose, à travers cette phrase, une introspection radicale, un voyage vers soi-même au-delà du visible, au-delà du connu, au-delà du confort intellectuel et émotionnel. Cette partie de la lettre révèle également un point crucial. L'accès à cette compréhension, à ce seuil entre l'ombre et la lumière, entre la vie et la mort, n'est pas garanti à tous. Il faut du courage, de la volonté, une capacité à accepter la vérité, même lorsque celle-ci est déstabilisante, effrayante ou bouleversante. La phrase finale agit comme un test silencieux, un miroir tendu à chaque lecteur. Êtes-vous prêt à devenir pleinement vous-même, à regarder en face votre essence et à intégrer l'ombre dans votre lumière? Le chemin que Jung décrit est exigeant, mais il est également la seule route vers une maturité spirituelle véritable, vers une compréhension de la vie et de l'âme qui dépasse la peur et le simple savoir intellectuel. Et maintenant, c'est à vous que Jung tend la main à travers le temps et les mots, comme si cette lettre était vivante et parlait directement à votre conscience, à votre âme. Êtes-vous capable de vous placer face à cette vérité sans détour, sans masque, sans protection? Êtes-vous prêt à contempler non seulement la vie après la mort, mais la vie au-delà des illusions, au-delà des rôles que vous avez appris à jouer, au-delà des peurs qui vous ont façonné, au-delà des habitudes et des routines qui vous ont maintenu dans une sécurité illusoire? Jung ne vous propose pas une simple méditation ou une théorie philosophique. Il vous invite à franchir le seuil, à ouvrir vos sens, votre esprit et votre cœur, à une expérience qui pourrait transformer radicalement votre perception de la réalité. Il vous demande d'entrer dans ce que lui-même a appelé l'espace entre les mondes, ce lieu invisible où les lois de la vie terrestre n'existent plus, où la mort n'est pas une fin, mais une transition, où la lumière et l'ombre ne sont plus opposées, mais composent une même réalité indissociable. Dans cet espace, Jung aperçut que l'âme n'est pas limitée à la conscience individuelle, que chaque vie est une facette d'un réseau infiniment plus vaste, et que chaque choix, chaque émotion, chaque pensée contribue à l'évolution de ce réseau collectif. Comprendre cela, même partiellement, c'est accepter que l'existence ne peut être jugée selon les normes terrestres, que ce que nous appelons la vie et la mort n'est qu'une continuité complexe, et que la véritable mesure de soi ne se trouve ni dans la réussite matérielle, ni dans la reconnaissance sociale, mais dans la profondeur avec laquelle nous avons exploré et intégré notre essence. Jung nous interpelle ensuite directement, à travers cette lettre unique, pour éveiller notre capacité à percevoir ce que nous n'osons souvent pas voir. La présence subtile d'un autre monde, l'écho d'une guidance invisible, un souffle silencieux qui nous observe, nous accompagne, et parfois nous corrige sans bruit, sans jugement, avec une patience infinie. Cette guidance n'impose rien, ne contraint pas, mais se révèle à ceux qui sont prêts à l'accueillir, à ceux qui acceptent que le monde n'est pas seulement ce que nos sens physiques perçoivent. Il nous confronte à cette réalité troublante. À chaque instant, nous sommes déjà en dialogue avec ce qui dépasse l'espace-temps, même si nous ne le sentons pas, même si nous l'ignorons. Mais Jung ne se limite pas à nous exposer la vision. Il nous révèle également la condition de ceux qui franchissent ce seuil. Ce chemin est exigeant. Il demande une honnêteté totale envers soi-même. Aucun confort,
Aucune sécurité intellectuelle ou émotionnelle ne peut remplacer cette confrontation. La vérité, comme il le dit si clairement, n'est pas un savoir que l'on accumule, mais un chemin que l'on parcourt, un processus vivant, une expérience directe qui demande courage, discernement et ouverture totale. Il n'y a pas de raccourci, pas de substitution, pas de théorie capable de transmettre ce qu'il a vu. Seule l'expérience vous le donnera. Et c'est précisément ce que Jung voulait transmettre aux lecteurs de cette lettre, à ceux qui ont le courage de dépasser la peur, l'ego et l'attachement aux illusions du monde matériel. Jung nous rappelle que cette expérience n'est pas isolée, qu'elle n'appartient pas uniquement à lui. Il est convaincu que des milliers de personnes ont franchi ce seuil, qu'elles ont vu, entendu, ressenti ce que lui-même a ressenti, mais que peu ont osé en parler et encore moins l'écrire. Il s'agit d'une dimension de l'existence qui existe à la fois pour tous et pour chacun individuellement. Une dimension qui ne peut être transmise par la parole ou le texte, mais qui peut être activée, éveillée, reconnue, si l'on est prêt à accueillir ce qui se révèle. Chaque lecteur de cette lettre est ainsi confronté à une responsabilité silencieuse et sacrée, celle de ne pas détourner le regard, de ne pas ignorer l'appel, mais de l'entendre, de le percevoir et de le laisser le transformer. Alors Jung vous pose cette ultime question. Plus qu'une question, un défi existentiel. Êtes-vous prêt à vivre non pas comme si vous aviez un temps limité, mais comme si votre conscience elle-même était immortelle, éternelle, intégrée dans un flux infini? Êtes-vous prêt à percevoir votre existence dans toutes ses dimensions, au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà des peurs et des illusions? Êtes-vous prêt à reconnaître que la vérité n'est pas un savoir que l'on peut accumuler, mais un chemin qui se parcourt, une rencontre avec soi-même et avec l'infini? Car, selon Jung, celui qui a franchi ce seuil ne peut plus jamais vivre comme avant. Il est transformé, éveillé, conscient de la continuité entre la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà. Et c'est ici que Jung conclut cette lettre, non pas par des mots académiques ou rationnels, mais par une invitation vibrante et silencieuse, une main tendue à chaque lecteur. La voix n'est pas dans la théorie, elle est dans l'expérience. Ces mots résonnent comme un appel à l'action intérieure, comme un souffle qui traverse le temps pour réveiller ceux qui sont prêts. Car comprendre, ressentir, intégrer, c'est vivre pleinement, c'est franchir le seuil entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. C'est embrasser la totalité de l'existence avec ses ombres et sa lumière, sa douleur et sa grâce, sa fin et son éternité. Chaque lecteur qui accepte cette invitation entre ainsi dans un dialogue silencieux mais puissant avec Jung, avec sa propre âme, avec l'invisible et avec l'infini. Et à ce moment précis, il n'y a plus de spectateurs, plus d'ignorance, plus de séparation. Il n'y a que l'expérience, la transformation et la possibilité de devenir pleinement soi-même.